La plupart des gens pensent que mon travail est un véritable cauchemar. Je n'étais pas d'accord avec eux. Je suis technicien en téléphonie mobile. Vous avez probablement vu des vidéos sur YouTube d'un type qui s'accroche au sommet d'une tour métallique au milieu d'un immense terrain vague. C'est moi. C'est à peu près le meilleur emploi que l'on puisse trouver sans diplôme d'études secondaires dans la région où j'habite, et ma seule véritable source de divertissement. En tant que raté perpétuel avec un appétit pour l'adrénaline, j'étais en quelque sorte un candidat idéal. En fait, les deux seules conditions requises sont une bonne condition physique et une absence totale de peur, deux qualités que j'ai. Ou du moins je le croyais. Il y a 2 semaines, l'entreprise pour laquelle je travaille, qui restera anonyme, de peur que les grands patrons ne découvrent ce billet, m'a envoyé sur un chantier situé à une 50aine de kilomètres de la ville. Il est rare que je doive franchir les frontières d'un État, mais la tour en question était à peu près aussi éloignée qu'il est possible de l'être. Une grande tour, en plus. Une tour d'environ 400 pieds, destinée à faire rebondir les signaux à travers les Appalaches, d'une ville minière endormie à l'autre. Cela me convenait parfaitement. Je préfère travailler à l'abri des regards indiscrets pour une raison bien précise, le saut base. Pour les non-initiés, le base jumping consiste à se jeter d'un grand objet avec un parachute. Vous savez, quand vous avez sauté du toit de votre maison à l'âge de 10 ans avec une couverture, que vous vous êtes cassé la cheville et que votre beau-père est venu vous frapper avec une ceinture avant de vous emmener à l'hôpital. Non. Peut-être que ce n'est que moi. Quoi qu'il en soit, le base jumping est en quelque sorte la version adulte de cette expérience. Moins la cheville cassée et les coups, avec un peu de chance. Heureusement pour moi, les antennes relais isolées sont l'endroit idéal pour ce genre de loisir. Le matin où je devais sortir, une fine brume s'est abattue sur les collines autour de chez moi. Les habitants l'appellent le temps de l'alcool de contrebande, ce qui signifie de rester à l'intérieur et se saouler au lieu d'aller travailler. Même si j'étais tenté de le faire, cela faisait des mois que j'espérais qu'il m'envoie dans cette direction et je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Au lieu de cela, je me suis préparé un thermos de café de merde, j'ai mis mes affaires à l'arrière de ma Jeep de merde et, eh bien, vous voyez l'idée. J'ai roulé quelques heures jusqu'au site, me faisant croire que le temps se dégagerait bientôt et que l'ascension jusqu'au sommet serait ensoleillée. J'avais emporté mon parachute avec le reste de mon matériel. J'avais l'habitude d'emporter une GoPro, mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas très intelligent d'enregistrer le genre de comportement qui donnerait un anévrisme à un représentant de l'OSHA. Je peux être intelligent quand je m'en souviens. Quoi qu'il en soit, j'ai garé ma Jeep à l'extérieur de la clôture entourant la tour et j'ai tapé le code dans le portail électronique. Quelqu'un avait tendu du fil de fer barbelé au-dessus de la clôture, mais je ne pensais pas que quelqu'un s'y rendait souvent et le fil de fer s'effritait par endroits. Je me suis dit que quelqu'un qui voulait vraiment le faire n'aurait pas de mal à le contourner. Mes soupçons ont été confirmés lorsque je suis passé devant le minuscule hangar d'entretien situé au coin du terrain et que j'ai découvert que chaque centimètre de la tôle ondulée était couvert de graffiti. Je l'ai admiré en ouvrant le cadenas et en récupérant l'une des ampoules à l'intérieur. L'ordre de travail indiquait que cette tour devait être remplacée par un voyant d'avertissement d'aéronef. Vous savez, ces lumières rouges clignotantes qui vous font savoir qu'il y a une tour géante dans l'obscurité. J'en ai pris un sur une étagère poussiéreuse et l'ai glissé dans mon sac à dos, j'ai enfilé mon équipement d'escalade, j'ai vérifié mon parachute une dernière fois et j'ai commencé l'ascension. Le début d'une escalade est toujours ennuyeux. Une main sur l'autre, échelon par échelon. On est presque impatient d'attendre le frisson que procure le fait de se balancer à des centaines de pieds au-dessus de la terre. C'est du moins ce que j'ai ressenti. Mais il faut savoir se ménager. Une chute de 30 pieds peut être tout aussi fatale qu'une chute de 400 pieds, et si je devais sortir, je savais ce que je préférais. La plupart du temps, les alpinistes accrochent un mousqueton à chaque échelon pour se maintenir en place au fur et à mesure. Je ne m'embête pas avec ça, sauf s'il y a du vent. Ce n'était pas le cas. En fait, l'air semblait anormalement calme pendant que je grimpais. Si j'avais été plus sage, j'aurais peut-être prêté plus d'attention au picotement à l'arrière de mon cou ou au sentiment d'inquiétude qui m'habitait. Mais comme vous l'avez probablement deviné, je ne le suis pas, alors je ne l'ai pas fait. J'ai préféré mettre ça sur le compte d'un track dû au café et j'ai doublé le rythme. J'avais probablement besoin d'aller pisser. Avez-vous déjà pissé sur un objet de 400 pieds de haut? C'est tout aussi impressionnant que ça en a l'air. J'étais à peu près à mi-chemin lorsque j'ai réalisé que le brouillard autour de moi s'était densifié au lieu de diminuer, ce qui était étrange. D'habitude, quand on prend un peu d'altitude et que le soleil commence à brûler le brouillard, on voit très bien. En général, le brouillard a pratiquement disparu vers 14 heures, ce qui vous laisse libre de sauter du sommet. J'avais déjà repéré un joli petit pré au sud-est de la tour où je pouvais atterrir et revenir facilement à la Jeep. Mais si je ne pouvais pas la voir, ce serait un problème. Je ne suis pas suicidaire, après tout. Il semblait que mes rêves étaient brisés pour la journée. Le brouillard autour de moi était si dense que si je n'avais pas su, j'aurais cru qu'une tempête se préparait. Mais les prévisions météorologiques ne faisaient état d'aucun risque d'orage, et il n'y avait toujours pas de vent. C'était étrangement silencieux,
à l'exception du bruit sourd de mes bottes sur les barreaux et de mon propre souffle dans mes oreilles. Je me suis arrêté pour faire une pause à mi-parcours, des marqueurs d'altitude sont peints sur le pylône cellulaire pour indiquer la distance parcourue et je venais de dépasser les 150 pieds. Pour la première fois de la journée, j'ai accroché un mousqueton à l'échelon supérieur, je me suis penché en arrière et je me suis étiré, profitant de la sensation d'apesanteur. J'ai jeté un coup d'œil vers le bas, ce que les alpinistes chevronnés vous disent de ne jamais faire, et c'est alors que je l'ai vu. En bas, dans la brume, une forme s'accrochait au flanc de la tour. Je dis forme parce que je n'ai pas pu la voir clairement. Ce n'était qu'une ombre, à une trentaine de mètres. Si loin que je ne pouvais même pas dire si elle bougeait. Putain de merde. Je sais que je ne suis pas Shakespeare, mais je doute que le vieux Bill aurait réagi différemment de moi. Je veux dire, pourquoi quelqu'un irait-il escalader une tour de téléphonie mobile dans les Appalaches par une journée pareille? Quelqu'un d'autre que moi, en tout cas. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de l'un des graffeurs qui, voyant leurs compétences limitées par la toile de l'ancien hangar de maintenance, avaient eu le courage d'escalader la tour et d'ajouter un peu de couleur à la grisaille de l'acier. Bravo à eux. La rencontre risque d'être un peu gênante quand ils me rattraperont, mais je n'ai pas l'intention d'appeler les flics ou quoi que ce soit d'autre. J'ai même envisagé de rester dans les parages jusqu'à ce qu'ils s'approchent un peu plus, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ce fut ma première et seule bonne décision ce jour-là. C'est probablement celle qui m'a sauvé la vie. J'ai continué à grimper, en me disant que si mon camarade arrivait au sommet alors que j'étais encore là, je le féliciterais pour son courage et lui demanderais gentiment de peindre l'une des lumières pour que la société m'envoie ici dans un mois ou deux et que je puisse me lancer dans l'aventure. J'ai atteint la marque des 200 pieds et j'ai fait une autre pause, sentant l'air frais et humide sur ma joue, me grattant sous mon épais bonnet. L'entreprise conseille de porter un casque, mais je me dis qu'à une telle hauteur, je préfère que mon crâne se liquéfie au moment de l'impact si je tombe. C'est rapide et indolore. J'ai jeté un autre coup d'œil vers le bas pour voir où en était mon mystérieux ami. Il s'est rapproché. Je dis il parce qu'il a fallu quelques secondes à mon cerveau pour comprendre que la chose qui grimpait dans la tour vers moi n'était pas humaine. Elle avait réduit la distance qui nous séparait de quelques dizaines de pieds et il était impossible de la confondre. Ses bras étaient trop longs, son corps trop court. J'ai entrevu une peau sombre et luisante à travers la brume, un visage tordu sur un cou noueux, deux yeux pâles et blancs comme du lait, comme les cataractes d'un vieil homme. J'ai cligné des yeux. Il était toujours là. Un long bras se balançait par-dessus l'autre avec une grâce peu naturelle, une main assez large pour avaler tout l'échelon se recroquevillait autour de l'acier. The fuck? Une fois de plus et avec émotion. Je ne suis ni superstitieux, ni religieux, ni philosophe, ni politique, ni rien du tout. Je suis un grimpeur de tour au cerveau de singe, et quand j'ai vu la chose qui me suivait dans la tour, mon cerveau de singe a pris le dessus. J'ai grimpé les échelons sans me méfier, mon cerveau essayant de comprendre ce que je voyais. Une sorte de farce? Une émission de télévision, n'est-ce pas? Avec un budget absolument insensé? Une douzaine de tentatives de raisonnement, toutes aussi pathétiques les unes que les autres, défilèrent dans mon esprit. J'ai grimpé jusqu'à ce que je sois à bout de souffle, et mon esprit, cherchant des excuses et n'en trouvant pas, est revenu à est-ce que je viens vraiment de voir ça? J'ai risqué un coup d'œil vers le bas. La chose était toujours en dessous de moi, et gagnait du terrain. Elle grimpait dans un silence inquiétant. Elle ne grognait pas comme un animal sauvage. Juste la détermination tranquille et fluide d'un prédateur qui traque sa proie. J'ai aperçu un mouvement, un visage au nez retroussé, une peau nue et une bouche pleine de dents noires. Une fois, j'avais donné de la monnaie à une vieille droguée et elle m'avait montré un sourire pourri plein de dents comme ça. Il n'y avait plus qu'une seule façon de descendre, et c'était par le haut. J'ai grimpé aussi vite que j'ai pu, sans me méfier du vent. La marque des 300 pieds est passée en un clin d'œil. 350, je commençais à faiblir, chaque respiration me brûlait les poumons. J'avais un goût de cuivre dans la bouche et mes yeux se brouillaient. Je commençais à être maladroit. J'ai raté un échelon avec mon pied et j'ai failli tomber. Je me suis accroché, terrifié à l'idée de sentir de longs doigts se refermer sur mon pied. J'ai donné un coup de pied dans les barreaux, puis j'ai réussi à remettre mes bottes en place et j'ai continué à avancer. J'atteignis la plateforme la plus haute de la tour. La trappe était fermée, sécurisée par un cadenas. Bien sûr qu'elle était verrouillée. J'arrachai un gant avec mes dents et le laissai filer en spirale, cherchant la clé dans ma poche. Rien. Mon corps tout entier était saisi par la peur. La piste que j'avais gardée pour le sommet de la tour coulait le long de ma jambe. J'ai décroché le marteau de ma ceinture à outils et j'ai frappé le cadenas. Il s'est ouvert, rebondissant sur mon bras. Je poussai la porte et me hissai à travers, atterrissant sur la petite plateforme au sommet comme une truite dans un ruisseau. À travers les grilles, je pouvais voir la chose juste en dessous de moi. Elle ouvrit la bouche, la mâchoire se fendit pour révéler une bouche trop large. À l'intérieur de cette bouche, il y avait une autre bouche, et encore une autre, et encore une autre. J'ai crié. Enfin, j'ai fait de mon mieux avec l'air qui restait dans mes poumons.
Cela ressemblait plus à un gémissement ou à un sanglot. Je me tenais dos au sommet de la tour, la regardant se déplacer à moitié cachée sous moi. J'ai passé une jambe par-dessus la rambarde au bord de la plateforme et j'ai vérifié les sangles de mon parachute. Le ciel était gris dans toutes les directions. Le ciel était gris dans toutes les directions. Rien d'autre qu'un gris infini et abrutissant. Avec le recul, j'ai l'impression que j'aurais dû au moins avoir une idée de l'endroit où se trouvait le soleil, mais il n'y avait rien. Juste un champ infini de crépuscule. Je ne pouvais pas savoir dans quelle direction je faisais face, ni où se trouvait la prairie dans laquelle j'avais prévu d'atterrir. Je sautais à l'aveuglette. Dans le brouillard. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je me dirigeais, ni même de la distance qui me séparait de la Terre. C'était insensé. Mais c'était ma seule option. Alors que la créature levait un bras luisant au-dessus du bord de la tour, prête à se hisser pour m'attraper, je me suis jeté dans le vide. Normalement, c'est là que je pousse un cri, que je me délecte de la sensation du vent sur mon visage, de la pesanteur. Cette fois, je suis tombé en silence, les yeux remplis de larmes glacées alors que le vent froid balayait ma peau et mes cheveux. J'avais une paire de lunettes de protection autour du cou pour protéger mon visage, mais j'avais oublié de les mettre. J'ai saisi la cordelette et j'ai tiré de toutes mes forces. Il y a eu un claquement rassurant du nylon contre l'air, suivi d'une traction qui m'a fait perdre mes intestins, et mes pieds se sont écartés devant moi. Heureusement, l'instinct a pris le dessus, permettant à mon cerveau surchargé de souffler un peu. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, le vent sifflant à mes oreilles, mais je n'ai vu aucun signe de la créature au-dessus de moi. J'ai tiré sur les lignes de direction, m'efforçant de voir un signe du sol en dessous. Il n'y avait rien. Quelques longs moments passèrent. Puis j'aperçus un arbre qui s'enfonçait dans la brume. Un autre suivit, puis un autre, et je naviguais entre eux, les branches me giflant le visage, me frappant les bras et les jambes. Je me suis détaché des arbres et j'ai foncé sur le côté de la clôture au pied de la tour. Du fil de fer coupa mes mains alors que je frappais le haut de la clôture avec suffisamment de force pour me couper le souffle. Je suis tombé à la renverse, atterrissant dans la terre, du nylon déchiqueté s'envolant vers le bas pour couvrir mon visage. Je me suis dégagé des restes de mon parachute et j'ai détaché mon sac, le laissant en tas près de la clôture. J'ai boité jusqu'à la Jeep. Au-dessus de moi, je ne voyais aucun signe de la créature. Je tirai la portière et démarrai le moteur, priant pour que la bougie défectueuse que j'avais l'intention de remplacer depuis des mois me rende ce dernier service. Le moteur s'est mis à tourner. Quelque chose a volé au-dessus de ma tête. Un objet flou. J'ai aperçu de longs membres écartés, des ailes membraneuses se déployant dans le ciel, des yeux rivés sur les miens tandis que le prédateur glissait silencieusement au-dessus de moi, s'inclinant, tournant dans ma direction. J'ai enclenché la marche arrière, les pneus patinant dans la terre meuble. Ma tête a rebondi sur l'appui-tête lorsque j'ai franchi le portail. Puis je suis parti, cahotant sur la route caillouteuse. Je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Le pilote automatique a dû se mettre en marche, car je me suis rendu moi-même aux urgences. Ils ont dû me prendre pour une folle, les yeux écarquillés, les peintures imbibées de pisse. Ils ont dû me décoller les doigts du volant ensanglanté avant de pouvoir me faire entrer à l'intérieur. Cela fait maintenant 2 semaines, et les points de suture sur mes bras et mes mains commencent à peine à cicatriser. J'en garderai les cicatrices pour le reste de ma vie. J'écris ces lignes alors que les portes sont verrouillées et que le vieux calibre 12 de mon beau-père est appuyé sur le bureau à côté de moi. Je devrais prendre un chien. Peut-être 2. La brume est de retour et, d'une manière ou d'une autre, les montagnes ne semblent plus aussi sûres qu'avant. L'écran de mon téléphone vient de s'allumer. Un message de l'entreprise. Un autre travail. Un autre site. Je ne pense pas répondre.